je vous propose de re-rentrer un petit peu sur ces motorisations et de comprendre un petit peu où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Juste pour rebondir par rapport donc, aux propos introductifs, en 2025, il faut savoir que le parc de véhicules lourds en France restait très majoritairement équipé en motorisation diesel, puisque cette motorisation représente 98% des poids lourds et 89% des bus et des cars. Effectivement, on voit que la prédominance est là. Et donc, cette décarbonation, il va falloir l'actionner et en tout cas l'accompagner tout au long des mois et années à venir. En bas à gauche, là, vous voyez les chiffres du ministère en complément de ce qui a été présenté, où on voit que nos véhicules particuliers représentent à eux seuls 53% des émissions de gaz à effet de serre et les poids lourds sont responsables de 22%. La partie bus et car est comprise dans la partie grise que vous voyez, le petit nuage gris qui, lui, ne représente que 6%. Mais il va falloir effectivement décarboner toute la brique transport au sens large, que ce soit de la mobilité légère ou la mobilité plus lourde, pour pouvoir accompagner les objectifs ambitieux que nous ont fixés à la fois l'État, mais aussi l'Europe. Alors, concrètement, quand on parle de poids lourds, d'après les derniers chiffres du ministère, donc, qui datent du 1er janvier 2024, les poids lourds, on en comptabilise un peu plus de 600 000 unités en circulation, avec un distinguo entre donc, ce qui est porteur, tracteur routier et les véhicules automoteurs spécialisés, plus communément appelés VASP. Aujourd'hui, notre parc, il est composé à près de 50% de porteurs. Et sur ces porteurs, on voit que l'âge moyen est plutôt élevé, puisqu'on est à 11,4 ans, alors que sur du tracteur routier, on est plutôt autour de 5,7 ans. Les VASP sont au même niveau que les porteurs. Et effectivement, donc on voit que ce sont des véhicules qui vieillissent, et donc qui contribuent malheureusement à la carbonation de nos routes. Alors, si on rentre un peu plus spécifiquement justement dans les différents types de motorisation et qu'on distingue à nouveau donc, les trois types de poids lourds, on voit la prédominance du GNV et bio-GNV sur la carburation alternative. Donc là, on a sorti toute la partie diesel. L'objectif était de voir justement quelles étaient ces alternatives au diesel, sachant qu'on est, je vous le rappelle, à près de 98% de poids lourds qui fonctionnent au diesel. Donc aujourd'hui, effectivement, on a le GNV et le bio-GNV qui est fléché comme une des solutions. Le biodiesel, qui était encore aussi important sur ce type de véhicule. Et on voit l'arrivée progressive donc, de véhicules électriques à batterie et de façon beaucoup plus timorée de l'hydrogène sur ces véhicules. Là, vous le voyez d'ailleurs vous ne le voyez pas d'ailleurs sur le graphique, l'hydrogène étant avec moins d'une dizaine d'unités. Il est imperceptible à l'œil nu sur ce graphique, mais ça fait partie effectivement des solutions pour décarboner les routes et en particulier ce transport routier. Alors, concrètement, quand on parle de poids lourds, on se rend compte qu'on a une offre de poids lourds qui est de plus en plus diversifiée, notamment sur la partie électrique. Si il y a quelques années, les constructeurs n'offraient qu'une gamme très légère et très restreinte de véhicules, maintenant, on a des constructeurs qui proposent des gammes qui peuvent aller du 3,1 tonnes jusqu'aux 44 tonnes. Donc, il y en a pour tous les usages. Et donc, c'est là où il va vraiment falloir réfléchir besoin et usage de façon à pouvoir accompagner cette transition. Les constructeurs, d'ailleurs, l'ont bien compris. Aujourd'hui, on ne vend pas qu'un camion. On vend effectivement, comme le signalait tout à l'heure Johan, aussi une infrastructure parce que ces professionnels ont besoin d'avitailler les véhicules en question. Et donc, on a de plus en plus d'offres que l'on appelle Truck as a Service qui émergent sur l'ensemble du territoire français pour accompagner les acteurs professionnels justement dans le verdissement de leur flotte. Et l'objectif, c'est effectivement d'avoir à la fois un véhicule et une infrastructure pour être garant de l'activité économique du coup des professionnels en question. Des offres de financement sont également de plus en plus proposées, du clé en main.
pour pouvoir accompagner. Donc ça, on y reviendra avec Héloïse dans un second temps, mais il y a des opportunités aussi pour financer finalement cette transition. Il a été souligné en introduction que effectivement, on était sur un secteur qui était mouvant, sur lequel il faut faire des investissements, mais il faut aussi accompagner ces acteurs dans ces changements. Donc, on a des enjeux, on a des opportunités. Les enjeux, ça va être effectivement de mener à bien son activité économique et aussi bien que ce qu'on connaissait effectivement avec la carburation diesel. L'objectif étant de ne pas avoir de rupture de charge sur ces nouvelles mobilités et donc de nouvelles opportunités aussi, ne serait-ce qu'en termes de gains de marché. Il faut savoir qu'aujourd'hui, sur certains appels d'offres, en tant que professionnel, lorsque vous proposez effectivement une offre avec une carburation alternative, vous pouvez avoir des critères bonifiés sur les réponses et donc potentiellement remporter un marché par rapport à un concurrent qui serait resté avec une motorisation plus classique. Donc, on a des enjeux, on a des opportunités. Il faut accompagner la filière. Effectivement, en France, on fonctionne beaucoup avec du bâton-carotte. Tout à l'heure, justement, était évoquée la question des ZFE. Juste à titre d'anecdote, suite à cette annonce, j'ai des constructeurs et des concessionnaires et distributeurs de poids lourds qui me disaient que l'effet immédiat avait été, par exemple, le retour au diesel de certaines commandes. Donc, dans les 24-48 heures qui ont suivi, voilà, certains professionnels ont appelé les constructeurs en question en disant puisque ce n'est plus obligatoire, j'enlève. Non, aujourd'hui, ce n'est pas encore acté complètement et c'est surtout, on a des comptes à rendre, on l'a vu au niveau des chiffres présentés en introduction et clairement, il va falloir quand même qu'on trouve des solutions pour décarboner. Donc, reculer pour mieux rebondir est une stratégie, mais c'est une stratégie court-termiste. Si on regarde un petit peu justement la partie immatriculation au niveau des camions, vous le voyez, hein, on est à peu près à plus de 600 unités immatriculées sur l'année 2024 sur la partie batterie. On avait 5 bennes à ordures ménagères qui avaient été immatriculées sur cette même année. Et donc, sur notre région Provence-Alpes-Côte d'Azur, nous étions avec 31 unités d'enregistrées. Les immatriculations se poursuivent sur 2025, donc à voir un petit peu comment le marché va se comporter sur l'année à venir. Si on abandonne la partie poids lourd et donc les camions et qu'on passe aux autocars et aux autobus, donc là, on est sur un parc beaucoup plus restreint, puisque je vous le rappelle, tout à l'heure, on était avec presque 700 000 unités sur la partie poids lourd, donc camions. Sur les autocars, on est autour de 67 000 autocars et 27 800 autobus en circulation en France. Là encore, une prédominance du secteur et de la motorisation diesel. Alors, beaucoup plus prégnante sur la partie autocar, puisque là, on est à 95% de motorisation diesel, alors que sur les autobus, là, on a un split qui se fait notamment par rapport à du gaz. Voilà, donc là, petit à petit, là encore, on voit l'arrivée de nouvelles motorisations et notamment la partie électrique. Donc, sur la partie autobus en particulier. Pourquoi ? Parce qu'en fait, sur les autobus, on a une offre que l'on n'a pas sur la partie autocariste. Donc, effectivement, tant qu'il n'y aura pas de gamme plus diversifiée sur la partie autocar, il sera un peu compliqué de convertir sur cette motorisation. Et si on fait un focus du coup en termes de nombre d'immatriculations, donc là encore un peu plus de 600 unités immatriculées sur l'année 2024, avec presque 10% sur notre territoire, donc de la région Provence Sud. Et donc, vous le voyez, quand même une belle progression entre 2023 et 2024. Donc, à voir comment le marché va également se comporter sur l'année 2025. Voilà, donc petit panorama, effectivement, pour repositionner ce décor et donc dire que, effectivement, demain, il va falloir qu'on change nos motorisations, qu'on bascule progressivement et qu'on fasse sortir un peu ce diesel du parc. Avec, comme le disait tout à l'heure Johan, des objectifs à la fois européens et qui sont ensuite déclinés sur le territoire français
Donc, je le rappelle, la loi d'orientation des mobilités, elle est sur une échéance à échelle 2040 sur la vente des véhicules légers, mais une loi climat résilience qui était venue renforcer cette obligation avec un couperet à 2030 pour les véhicules légers et à 2040 pour les véhicules lourds, avec bien entendu un séquençage intermédiaire 2030, 2035 et 2040, et un objectif de 100% des nouveaux autobus urbains sur 2035 en véhicules zéro émission. Donc tout ça doit aussi s'accompagner, bien entendu, avec le déploiement des infrastructures. Le principe de l'œuf ou la poule, qui fait le premier pas? Est-ce que j'attends d'avoir les infrastructures pour acquérir mon matériel roulant, ou est-ce que effectivement je trouve le matériel qui correspond à mes besoins et je trouve ensuite la solution de recharge? Donc au niveau européen, je le rappelle, nous avons des déploiements, et en particulier sur tout ce qu'on appelle les corridors TNT, donc le réseau RTET en français, pour justement mailler les différents pays. Et donc sur notre région, voilà, petit focus, on a quand même la 8, la 7, la 9 qui sont dans ces grands corridors et qui doivent être maillés avec justement des infrastructures, notamment sur les réseaux autoroutiers, pour pouvoir justement au niveau. Alors les véhicules rétrofités font partie effectivement des véhicules. Alors à partir sur la partie immatriculation, ça il faut que je revérifie. Pour moi, il n'apparaissait peut-être pas forcément dans les immatriculations en tant que telles. Mais en revanche, le rétrofitage, et d'ailleurs, on a eu une annonce hier, là je parle sous couvert d'Antoine. Antoine, tu nous confirmes que Transdev a signé justement avec GCK pour convertir des autobus à l'hydrogène avec la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Donc on voit que ça fait aussi partie vraiment des solutions alternatives, le rétrofit, voilà, sur la partie poids lourd, notamment quand on a des carrosseries ou des véhicules spécifiques. Ce sont 3 autocars, Sandrine. Oui. Ah, pardon, c'était des autocars, pardon, j'ai parlé d'autobus, Ouais. c'est ça? Pardon, Oui. c'est… oui. Les bus sont achetés par la métropole, et dans le cadre du contrat, nous rétrofitons 3 autocars. Voilà, ouais. Mais effectivement, ça fait vraiment partie des solutions, effectivement, voilà, qui sont aussi dans la décarbonation et qui font partie des briques, d'ailleurs, au niveau financier, voilà, qui fait aussi partie des feuilles de route sur la partie financière. La parole à toi, Héloïse. Donc, je suis Héloïse Delseny, je suis ingénieure projet en charge de la mobilité durable au sein de Cap Énergie. Normalement, vous devez voir mon écran. Et donc, je démarre tout de suite. Juste pour revenir sur le contexte, effectivement, de la décarbonation du transport. Aujourd'hui, on va mettre l'accent en particulier avec Sandrine, voilà, sur l'intensité carbone de l'énergie, donc la décarbonation des motorisations, les différents vecteurs énergétiques qui sont efficaces et matures pour cette décarbonation. Mais je tiens à rappeler, et malgré tout, malgré que Cap Énergie est un acteur de la transition énergétique, que voilà, il y a 5 leviers pour décarboner les transports. Vous les retrouvez dans la stratégie nationale bas carbone, dont a parlé Johan en introduction. Et donc, il va falloir jouer sur notre demande en transport, sur le report modal également, et le remplissage des véhicules. Et ces règles s'appliquent à la fois sur le transport de marchandises et de voyageurs. On l'a vu, la part du véhicule personnel est majoritaire dans nos émissions de transport. Il faut passer vers un mode plus collectif, plus partagé. Et donc, vous voyez qu'à l'objectif 2030, il y aura une progression du nombre de personnes par véhicule qui sera encouragée. De même, il est attendu plus 25% de trafic de transport en commun. Donc, on voit bien qu'il va falloir jouer sur ces différents accents entre voilà, la demande de transport, l'offre de transport qui est actuellement pas forcément adaptée à nos besoins, surtout dans certaines zones urbaines, périurbaines et rurales. Voilà, aussi jouer sur le fret ferroviaire. Et de manière générale, si je reviens sur l'intensité carbone et l'efficacité énergétique de nos véhicules, on voit que depuis plusieurs années, elle a évolué et qu'on est sur une progression plutôt positive, avec moins 13% de consommation moyenne réelle du parc roulant, qui vient notamment de l'électrification, qui est 2 fois plus efficace et qui utilise moins d'énergie finale par véhicule. Voilà, on en parlera tout à l'heure avec Sandrine, comme elle le disait, sur les financements. C'est un sujet de cette décarbonation. Et j'ai repris ce visuel de la stratégie nationale bas carbone qui montre bien que l'effort sera
partagé, collectif, et on vous présentera donc les opportunités qui sont proposées par nos institutions nationales et régionales notamment, et les acteurs privés également. Un mot sur Cap Énergie, mais c'est vraiment très rapidement, voilà, moteur de l'innovation, de la performance au service des enjeux économiques et sociétaux. Cap Énergie, on compte plus de 500 membres, en grande partie répartis en région sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais aussi en Corse, en Guadeloupe et en principauté de Monaco. On vous accompagne donc plutôt sur vos projets d'innovation, mais comme on le voit, nous, on travaille sur l'ensemble de la transition énergétique. Côté production de l'énergie, sobriété, efficacité énergétique et jusqu'à la décarbonation des usages et des infrastructures avec le transport, tout mode. Voilà, juste signaler que je co-anime aussi aux côtés de l'ADEME, de l'Adréal et de la région Sud des ateliers régionaux de la logistique et qu'on travaille voilà, sur différents sujets pour vous accompagner sur cette décarbonation. Je vous présente très rapidement les membres de Cap Énergie, donc au centre de la roue, finalement qui active cette décarbonation des transports et de la mobilité durable. On retrouve une large part au mode routier, avec des acteurs en région sur la conception du véhicule, sur les batteries, les composants, les infrastructures de recharge. Et quand je dis recharge, c'est avitaillement, c'est de l'électrique, de l'hydrogène, du gaz, des biocarburants. On travaille aussi beaucoup sur le maritime, le fluvial, l'aérien et le ferroviaire, bien sûr. Et pour activer cette roue, vous retrouvez, on va le dire et le répéter aujourd'hui, les financeurs, les acteurs spécialisés comme l'AVEM, les acteurs de la R&D et de la formation, bien sûr. Vous signalez qu'on est partenaire de projets européens, ça fera partie des opportunités de financement. L'Europe coordonne des appels à projets dans lesquels vous pouvez vous intégrer et gagner des subventions qui sont souvent hyper intéressantes pour faire un premier pas et déclencher des décisions d'achat, de déploiement. Donc nous, on a travaillé avec le mine des Arnavaux en 2022 avec le projet NerNetFob. Et là, on va continuer avec le mine de Montpellier et un acteur en région sud dont je ne peux pas encore vous dévoiler le nom, mais avec lequel on est en train de contractualiser. Et on va donc déployer une solution de rétrofit sur un véhicule utilitaire léger et installer une borne de recharge pour démontrer encore une fois, et comme vous l'avez déjà très bien dit, que notamment le rétrofit est une solution d'économie circulaire, souvent en circuit court, parce qu'on a quelques acteurs sur le sujet en région, et que cela permet de décarboner tout en conservant de la matière sans faire de gaspillage, je dirais. Pour résumer. Ce projet Garden, je le présente aussi parce qu'il me permet de montrer un petit peu cette chronologie de maturité des technologies. On le voit aujourd'hui, on a quand même pas mal de solutions des solutions qui sont très matures, qui sont déjà proposées sur le marché. On pense au biogaz, au biocarburant, à l'électrique bien sûr, au rétrofit. Donc on est en 2025, vous le voyez là au milieu de la chronologie. On a atteint des possibilités de recharge ultra rapides. Et on va accompagner cette maturation. Il y a de nouvelles solutions qui sont attendues. On parle de solutions d'induction, de recharge par induction. On parle de battery swapping, c'est-à-dire on va enlever la batterie et en remettre une autre pour pouvoir repartir tout de suite. Alors évidemment, ce sera plus difficile sur du poids lourd où les batteries sont extrêmement importantes. Mais voilà, juste pour recontextualiser un petit peu les besoins en innovation et en solutions nouvelles pour 2030. Et bien sûr, l'hydrogène qui est encore à renforcer. Pour continuer sur la maturité et l'efficacité des solutions qui sont actuellement sur le marché, je voulais vous faire un focus sur les offreurs de solutions qui font partie de la communauté des membres de Cap Énergie. Et je commence avec l'outil Verdien Ma Flotte, qui est développé par l'IFPEN, l'ADEME, la Fabrique de la Logistique, tout un collectif d'acteurs qui ont travaillé sur cette site web. En fait, vous pouvez vous connecter, je mettrai le lien d'ailleurs dans la présentation. Il est hyper bien fait. Vous pouvez donc comparer le coût total de possession et les émissions de chaque énergie pour chaque usage. Et vous allez voir, donc, on a de la logistique et du transport collectif de personnes. J'ai pris l'exemple d'un bus ou d'autocar. Vous remplissez, vous mettez vraiment des précisions sur votre type de véhicule. Vous pouvez mettre des précisions sur est-ce que vous prenez plus l'autoroute ou plus des routes plus petites qui changent finalement votre consommation de carburant. Vous pouvez mettre le taux de renouvellement de la flotte et cela vous donne ce graphique. Donc là, vous voyez ici, donc en bleu, le coût
coût total de la possession à l'année et envers les émissions de gaz à effet de serre que cela représente. Et donc, vous pouvez faire un choix assez stratégique, assez sensible, voilà, vis-à-vis de votre flotte et de faire le bon choix avec effectivement ce ratio coût-bénéfice et bien sûr le taux d'émission de gaz à effet de serre qui est crucial hein, qui est un enjeu de santé publique, comme on l'a dit. J'ai fait la même simulation sur le poids lourd. Voilà, je vous présente les résultats multi-énergie, vous les voyez, hein, pour un véhicule électrique, on va se retrouver ici à cette première colonne. L'hydrogène, donc pile à combustible. Vous retrouvez l'HVO, le bio-GNC, le B100, les moteurs hybrides, le GNC et le B7 qui correspond en fait à, c'est le diesel, bien sûr. Voilà, je passe rapidement parce que j'ai peu de temps, mais on pourra continuer à en discuter. Donc, les ouvreurs de solutions, ils sont là, hein, ils sont vraiment à votre écoute. Je pense à Charge Poly qui développe des infrastructures de recharge spécialement pour le transport lourd. Ils ont sorti dernièrement une base de données sur l'éventail des camions qui sont disponibles à la vente, parce qu'effectivement, un des freins, c'est de se dire, est-ce qu'il y a vraiment l'équivalent et voilà, la même pertinence et la même efficacité d'usage de mon camion ou de mon bus en termes d'autonomie, en termes de capacité de batterie, en termes de prix, etc. Donc voilà, vous pouvez aller consulter sur leur site internet. Signaler aussi voilà, l'association Amerma et Equinos Conseil, qui sont lauréats de l'appel à projet logistique bas carbone de l'ADEME et de la région Sud, et donc qui développent une coopérative industrielle, hein, une façon de mutualiser les coûts et de travailler ensemble sur les vélos cargo. Et donc, tout ce qui est maintenance, entretien, mais ça peut vous donner des idées hein, du côté de collectifs d'entreprises. Je cite ici les stations multi-énergie. Hein. Vous connaissez les stations Végaz, notamment celle de Miramas, qui est opérée par Proviridis. En région Sud, on en trouve plusieurs, hein, à Bouc-Bel-Air, Arles, Fos-sur-Mer notamment. Certaines offrent une double offre énergétique, bio-GNV électrique. Je parle ici de solutions de rétrofit électrique. On en a parlé sur le poids lourd avec GCK, mais effectivement, il y a la société Kinomic qui propose du rétrofit de véhicules thermiques en électrique pour des véhicules utilitaires légers. Et donc, ils ont reçu l'homologation pour ce modèle de Stellantis hein, qui concerne donc les Fiat, Opel Vivaro, Peugeot Expert et Citroën Jumpy. D'autres solutions dont vous n'avez peut-être pas entendu parler, mais qui sont vraiment portées par des entreprises du territoire, donc j'y tiens. La société Bi-Énergie, qui fait de la régénération de batteries et d'huile, y compris de nos batteries au plomb hein, qu'on trouve dans tous nos véhicules thermiques pour le moment, qui permettent d'allonger la durée de vie de ces batteries et qui travaillent actuellement pour le reconditionnement de batteries, notamment lithium. Ils font le même process pour les huiles. Donc vraiment, dans vos sociétés, dans vos entreprises, vous avez certainement ce genre de besoin. Et enfin, la société Binomade, qui, eux, travaillent sur un outil logiciel de calcul d'itinéraire. En fait, c'est aussi une question d'optimisation, comme je disais, hein, sur les différents leviers de décarbonation. On peut jouer aussi sur l'optimisation de nos trajets ou de la recherche de bornes de recharge ou d'avitaillement pour éviter aussi, finalement, de consommer. Voilà, et les opportunités, on en parlera tout à l'heure sur la partie financement.